Salut les amis et tous les passionnés du hockey, on est fiers de vous retrouver en direct pour ce nouvel épisode des Balayeurs. Je suis accompagné bien sûr de Mathéo, mon fidèle complice dans cette aventure des Balayeurs. Salut Matt, comment tu vas ? Salut, un petit peu fatigué, on ne se le cache pas. J'allais te demander si t'étais bien remis de ton déplacement terre normande. Ça va, on s'est endormi à 4h du matin, petit réveil à 9h, mais tout va bien. Et oui, on est plus motivé que jamais. Alors on n'a pas une grosse page Magnus parce qu'il n'y a pas eu de match, hein. C'est la trêve un peu de Noël quasiment, en tout cas un peu en avance pour notre championnat d'élite. Par contre on a quand même quelques infos à ce propos sur le championnat, parce qu'il y a notamment du côté de Gap où ça bouge un peu, hein, Mathéo. Ouais, complètement. Tout simplement, monsieur le manager au Prandi nous avait prévenu qu'il y allait y avoir des réajustements dans cet effectif. Il fallait, ouais. Et ils ont annoncé la venue d'un joueur que l'on connaît bien en France et en D1 plus particulièrement. Tout à fait. C'était un extraterrestre en D1. Ethan Roswell. Ouais, on peut le dire. Ethan Roswell qui avait dominé avec des stats dignes d'un attaquant. Attaquant alors que c'est un défenseur offensif de très très bon calibre. Un défenseur two-way. Ah ouais, non, mais c'est même pas un def offensif, le gars est bon des deux côtés de la glace. C'est une excellente pioche. Côté Gap, c'est très très bien. Puis ça met du sang neuf, quelqu'un qui va arriver avec du positif, de la fraîcheur et tout dans un vestiaire qui subit cette saison très compliquée. Donc tu avais d'ailleurs mis de côté les stats pour démontrer à quel point il fallait réagir du côté de Gap. T'as mis ça sur notre petit mémo avec 6 victoires seulement. Ouais, 6 victoires en 24 matchs. J'ai dit 6 victoires, mais on aurait pu dire 18 défaites en 24 matchs. Ouais. C'est un bilan lourd. Comme c'est un rapport x3. Hein, donc, Et puis voilà, Ethan Roswell, très très bonne pioche. Il jouait en East Coast championnat où en plus il se débrouillait plutôt pas mal. On ne voyait pas forcément partir. Il venait de marquer un doublé dans la semaine, donc il s'est préparé à Gap. Ouais. Et puis il y a une autre nouvelle, Sylvain. Il y en a eu plusieurs, parce qu'il y a des nouvelles plutôt négatives d'ailleurs du côté de. Il y a eu Bostian Golicic qui arrête sa carrière. Tout simplement, c'est quand même un joueur qui a marqué un peu quand même la Magnus. Hein. Juste avant le match face à Anglet. Ils ont bien précisé que. Raison personnelle, il jouera même pas ce match-là. Ouais, donc on a une pensée pour lui évidemment, et puis on se remémore plein de bons souvenirs, je pense, du côté des clubs où il a joué. Un joueur qui a été marquant quand même pour le championnat de Magnus. Et un autre joueur qu'on a apprécié aussi par ses multiples talents sur la glace, c'est Joey West aussi, qui malheureusement ne pourra pas terminer la saison du côté d'Amiens non plus. Non, Joey West, ça va faire maintenant 8 saisons qu'il est en France. C'est un habitué, on commence à le connaître. Et tout simplement, le club d'Amiens a communiqué, ça faisait déjà pas mal de temps qu'il ne jouait plus. Ouais. Et puis après les derniers tests médicaux, il a été dit que si le sport à haut niveau, fallait le mettre de côté. Ouais, c'est plus que la saison, ouais. C'est toute sa carrière qui est malheureusement probablement terminée. Potentiellement dangereux pour lui. Et puis ça reste une passion et peut-être pas envie de se mettre en danger. Pour le hockey, vu comment ça paye aussi. Complètement. Alors on parlait de ton déplacement, t'étais pas le seul à te déplacer avec quelques Tourangeaux pour aller à Caen. C'est l'occasion de saluer toutes les communautés de supporters qui nous suivent. On les remercie, on sait qu'il y en a du côté de Valenciennes. Les Normands, les supporters des Dracars sont à fond aussi derrière le projet des Balayeurs, donc grand merci à vous. Les Tourangeaux sont là, c'est la famille des Tourangeaux, donc merci à eux d'être là aussi. Et on en a d'un peu partout, on a des Spinaliens aussi, des Dunkerquois et tout, donc tout simplement bravo et merci à vous. C'est l'occasion de souligner que y a des supporters qui font des kilomètres, à qui ça coûte de l'argent, qui prennent leur week-end pour organiser tout ça et qui parfois n'ont pas le résultat escompté en plus à l'arrivée. Donc on pense bien sûr à toute la communauté de femmes, de fans de hockey qui se déplacent pour leur club. Hein. Oui, que dire de plus. Et puis je remercie plus particulièrement les supporters de Caen et les fanatics avec qui j'ai pu un petit peu parler après le match et puis je les remercie pour leur soutien. Je vais répéter ce que je leur ai dit, mais ils partagent toujours nos vidéos, etc. sur leur page. C'est des personnes qui sont adorables et puis c'était un plaisir de vous rencontrer hier et puis très vite à Tours peut-être.
Ouais, non, c'est trop cool. En plus, c'est des soutiens qui datent du Tour de France du hockey, pour te dire. Ouais, Pour certains, ils m'avaient même accueilli chez eux. Voilà, pour certains que je salue plus particulièrement en tout cas. Donc merci pour vos encouragements et votre soutien. On sait que vous êtes là quand il y a des projets, on essaye de faire un peu bouger les choses et de proposer de nouveaux contenus. Donc sans vous, ça n'aurait pas de sens, hein, tout simplement. Donc merci. Et puis vous aurez l'occasion prochainement, quand on mettra tout ça en place, de continuer à nous soutenir. Et voilà, et de nous encourager dans cette démarche-là. Donc voilà, c'était l'occasion, comme on s'approche des fêtes de Noël et que d'ailleurs il n'y aura pas d'émission dimanche prochain, puisqu'on sera le 24. Donc voilà. C'est pas que je t'aime pas, Sylvain. Non, mais voilà, il faut quand même qu'on profite un peu de notre Noël aussi de notre côté. On reviendra après assez rapidement, hein, dès qu'on peut. Oui. Mais il y aura 1 ou 2 émissions de pause, donc voilà, c'était l'occasion pour commencer cette émission-là. Et comme on avait un peu moins de Magnus, les premiers, il y aura du contenu. Il y aura du contenu quand même. Ah oui, bien sûr, on prépare. On a déjà des choses déjà prêtes. Pour quelque chose, donc vous serez pas sans contenu. Ouais. Et en plus, il y a de la collab qui arrive en vue, et ça va être vraiment super cool aussi. Donc voilà, un fin d'année, début d'année qui vont être très sympas du côté des balayeurs. Donc voilà, partagez si vous le pouvez notre page, et puis allez sur nos réseaux, nous signifier que voilà, que vous êtes là, que vous regardez et que ça vous plaît bien, que ce soit sur Kik en direct ou sur Facebook. Alors je salue Pierre Jérôme qui nous a dit bonjour. Et puis voilà, on salue aussi les personnes présentes sur le live. Guillaume, Mélodie. Ouais, merci bien. Vous êtes, et vous tous qui nous soutenez les dimanches matins, c'est parfait. Avant de faire un point sur la D1 et puis la D3 aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, on nous l'a demandé, donc on voulait aussi faire un point là-dessus. Quand même, on a envie de mettre en avant l'équipe de France U20, évidemment, pour sa très belle médaille d'argent. Alors, il joue dans la 2e division mondiale, en quelque sorte. Hein. Il fallait finir premier pour monter en élite, mais on va pas se le cacher, on n'a pas encore du tout le niveau pour affronter les top équipes nationales non. mondiales. Mais par contre, la médaille d'argent, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle a une belle valeur, et qu'est-ce qu'il y a des jeunes talents qui sont montrés sur cette sorte de championnat du monde de 2e division, là. On est vraiment fiers de ça, quoi. Elle est belle, et puis en plus ce qui est beau, c'est qu'elle a été validée avant la dernière journée du championnat, avant le dernier match. Ouais, exactement. Ils ont c'était sur les 5 matchs, ils en ont gagné tout simplement 3 sur les 4 premiers. Ouais, 3, sachant que le dernier ne comptait pas trop, parce que de toute façon ça changeait rien. Non, au classement final, on a fait jouer des joueurs différents aussi un peu, c'est ce qui est normal. Mais ouais, c'est une belle génération. C'était les premières compétitions officielles pour Eric Blais. Et tout simplement. Ouais, ça lui fait une bonne bouffée d'air frais, hein, par rapport à la Magnus et à Gap. Donc c'est bien, sûrement qu'il va revenir aussi à Gap avec des good vibes, quoi, un bon ressenti de tout ça. Et on est un travail avec des jeunes joueurs, dont d'ailleurs des Gapençais, hein, faut le souligner, hein, qui étaient 2. Donc ça, c'est positif pour le futur des Rapaces aussi, quoi. Mais belle génération, un Émile Tavernier par exemple, on n'en avait pas parlé, mais il fait partie aussi de ces Frenchies. Sacrée famille, les Tavernier, ouais. Donc le grand frère avait choisi de jouer pour la Finlande, et on le comprend, évidemment. Il était en équipe jeune finlandaise, c'est encore un joueur qui a plein de promesses. Qui a une médaille d'argent aussi, mais lui en championnat. Lui, la classe, ouais. Mais voilà, les Tavernier ramènent des médailles à la maison. C'est Samy Tavernier, Samy Tavernier, c'est ça, exactement, qui joue en Liga aujourd'hui. Ouais, c'est un super joueur français aussi, franco-finlandais. Donc il y a Pierre Jérôme qui dit Gap, une machine à former. Complètement. On parle vraiment de clubs qui font énormément pour le hockey français. Donc ils traversent une passe difficile, mais il faut pas oublier toute leur contribution de manière générale. Et là en plus ils permettent à l'équipe de France d'avoir un super coach aussi. Donc ça a joué. On a vu un très bon Valentin Grosse-Tête, mais honnêtement on en a déjà parlé. Mais lui il est incroyable cette saison. Il est en train de se montrer en championnat du monde avec les U20, en Magnus avec Bordeaux. Ah ça y est, d'ailleurs il a fini, on l'a pas dit je crois. Il a fini son bail avec Tom Guidou. Il s'est terminé, mais à la maison. Dans toutes les compétitions, sur tous les tableaux, il se montre. Donc complètement. On est sur du crack. Ouais, non, très fort. Mais il y a d'autres joueurs. On peut parler d'Antoine Keller aussi, hein, même si les stats sont à mettre en perspective avec des championnats jeunes ou des championnats mondiaux jeunes où il y a quand même beaucoup plus de buts sur les rencontres. Mais il a fait quand même un très bon boulot, y compris contre les Kazakhs où certes on perd, mais on prend pas une déculottée, hein, on perd 4-0 et il a fait le taf. Hein. On aurait pu en prendre beaucoup plus sur ce match-là.
Non, mais ouais, bah Antoine, je pense qu'on ne le présente plus à nos spectateurs. Ouais, c'est la révélation de cette année, hein, depuis sa draft, il est un il ne petit cesse peu, de nous ouais. épater. Ouais. C'était un joueur un petit peu inconnu. Voilà, on savait qu'il y avait un gardien en Suisse, mais il y a beaucoup de Français dans les championnats juniors suisses. Ouais, c'est donc, pas facile à suivre toujours. Hein. On peut pas tous les suivre et tous les connaître. Lui, c'est quelqu'un en plus qui est originaire de Dijon, formé à Dijon, donc pareil dans le contexte dernier. C'est un club qui a été moins mis en avant. Bah en fait, ça fait partie de ces jeunes qui ont été, je dirais, préformés ou formés en France et post-formés en Suisse. Quoi. Ça, c'est-à-dire ils continuent leur formation en Suisse. Ouais. Voilà, donc ils sont un peu hybrides avec cette double culture. Et puis voilà, ils nous épatent. Mais il y en a plein, hein, des joueurs de Valentin Grostet, Émile Tavernier, Phileas Perrenou, le joueur qui était à Mulhouse et maintenant qui est à Cergy. Il y a le Raphaël Chauvel, le fils de Brice. Ouais, lui c'est pas un exemple de la formation gapençaise pour le coup, puisque effectivement c'est un peu de la post-forme. Ouais, là on est presque même dans le. Oui, c'est du développement. C'est pas de la formation, c'est du développement de jeunes joueurs. C'est misé sur des bons jeunes joueurs. Gap a fait appel à 2 joueurs de Caen extrêmement prometteurs. On a vu briller en Paul Nassivé, moi. Ouais, Paul Nassivé qui a tout, hein, qui a le gabarit, l'intensité, vraiment très beau joueur aussi à suivre. Donc c'est bien. Et je trouve que quand même, on trouve depuis quelques années une vraie cohérence entre la D1 comme tremplin pour la Magnus. C'était pas du tout le cas il y a 10 ans, honnêtement. Et là, c'est le cas vraiment. On voit vraiment, on a vu Simonsen, on voit beaucoup de jeunes Français tirer pleinement parti de leur passage en D1 et après arriver en Magnus avec plus de certitude, avec une maturité aussi. Les clubs de Magnus, il y a toujours les règles. Ils un peu plus aussi. Hein. Et puis il y a le règlement qui augmente, qui change. La Magnus n'avait pas trop été touchée, mais je crois que c'est pareil, ils sont en réflexion. Mais pour rebondir sur ça, c'est qu'il y a des jeunes aussi qui performent en D1 et qui sont appelés en Magnus, des jeunes et des moins jeunes. Alors ça arrivait parfois. On avait eu le cas de Joël Caron par exemple, mais Joël Caron c'est particulier. Il devait signer en Magnus au départ. Non mais juste sur le fait D1 Magnus déjà. Il devait signer en Magnus, finalement il avait signé en D1, il a éclaté la D1, il a signé après à Rouen et pas n'importe où, à Rouen en Magnus. Dijon, Ouais, c'est ça. C'est quand Dijon s'est effondré malheureusement. Mais oui, c'est tout à fait ça. Et après, on a commencé à regarder la D1, les étrangers. On en a récupéré des bons. Les meilleurs étrangers de D1 maintenant régulièrement partent en Magnus après. Et on a aussi commencé à faire confiance aux Français. Et puis c'est aussi avec le système des licences bleues qui a vécu un peu, qui s'est amélioré. Et moi, je trouve que le système actuel est très bien et qui profite à tout le monde. En plus, des joueurs qui ne trouvent pas leur place en Magnus finalement, qui l'attendent, on en a eu un certain nombre, ils reviennent régulièrement dans les clubs de D1 où ils étaient bien aussi avant, donc ça fait la boucle est bouclée, ils ont toujours une solution pour jouer, performer et continuer à finalement à prendre du plaisir et puis à progresser. Donc après il y aura toujours le fameux débat, mais je pense qu'il va persister à jamais, il y a trop d'étrangers dans le championnat. Ouais, ça a quand même considérablement réduit, donc il faut ça quand même au moins... Mais après, je pense qu'il y a peut-être question sur les D3, D2. Ouais, D3, on est à 3 étrangers. Hein. Ouais, c'est ça, mais même peut-être au niveau des gardiens aussi également. Après, bon, c'est un grand débat, mais. Ah ouais. Mais j'avoue que des fois, ça peut être dérangeant quand même de voir des gardiens étrangers en D3. Ça peut interroger, mais moi, la question que je pose aussi, c'est notre bassin de joueurs. Est-ce qu'il est suffisant aussi ? Ouais, Parce que oui, c'est sûr, on progresse, les jeunes gardiens progressaient. Si on imposait un gardien français en D3, par exemple, c'est pas impossible, ça pourrait se faire. Mais bon, est-ce qu'on améliorait la qualité de nos championnats ? C'est vrai que le poste de gardien, c'est particulier quand même, parce que quand tu joues pas, tu progresses pas, quoi. Enfin, tu peux rien faire. Et puis il y a des clubs ça bloque des jeunes, ça c'est problématique. Dans le champ, après, moi, ça me choque pas qu'il y ait 1, 2, même 3 étrangers en D3. S'il y a une vraie plus-value, ça apporte aussi aux jeunes qui sont là au club. Si c'est des étrangers on est qui d'accord, ça les challenge un petit peu. Et dans leur développement, c'est important. Mais ça laisse 17 places pour des joueurs des JFL quand même. C'est ça. Donc, bon, je veux dire, on n'est pas sur des. Et puis si tu prends ton gardien étranger, t'en as plus que 2 dans le jeu. Hein. Donc après, c'est les choix des clubs. Voilà. C'est ça. Et mais bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gamins, de jeunes joueurs qui tentent leur chance dans les grands centres de formation où, je sais pas, des fois il y a 6 gardiens ou 8 gardiens pour une place ou 2, quoi. Et encore, c'est une place ou 2
pour après jouer en D2 dans la réserve, et puis après il y a une micro chance de jouer ensuite, quoi. Donc les chances sont minimes et ça peut en dégoûter certains. Ouais, bah, c'est ce qui arrive souvent. Hein. Faudrait bon, c'est bon pour ces clubs-là parce qu'ils ont énormément de choix. Mais à l'arrivée, ça peut en dégoûter aussi pas mal, donc c'est pas facile de trouver le bon système. Mais voilà, c'était de petits franchises, de petits jeunes qui ont ramené une médaille et qui nous font une petite fierté. Ouais, non mais complètement. Donc Franck Côté qui nous dit lui qu'en D2 il y a beaucoup trop d'étrangers, notamment trop de gardiens étrangers. Moi je soulève aussi un point parce que je sais que Franck est du côté des montagnes, qui me paraît pas anodin. Hein. Je veux en parler parce que ça me paraît quand même intéressant. Il y a des zones en France, il faut se dire, où il y a quasiment pas de clubs. Des grandes zones géographiques, je veux dire, où on forme un peu, pas beaucoup, mais constituer enfin il y a des viviers de joueurs. Enfin je veux dire dans le voilà, évidemment, du côté des Alpes, etc., on peut faire 10 équipes de jeunes, il n'y a pas de problème. On peut faire, ils sont bien formés, il y a les bons entraîneurs, il y a l'expérience, mais il y a des coins en France, je vous le dis, hein, où il n'y a rien. Je vais aller plus loin, Sylvain. Il y a des clubs qui se déplacent et qui sont obligés de se faire prêter des joueurs par le club recevant pour faire des matchs non, mais voilà, jeunes. Tout est dit, quoi. Ouais. Il y a des, ça arrive, voilà, je citerai pas de nom, mais. Et puis on a vu un club en D3 sur une feuille de match où l'entraîneur qui était indiqué c'était le gardien numéro 2 ou un truc comme ça. Enfin, ouais, c'est ça. Voilà, on est loin du professionnalisme. Donc oui, c'est adapté à certains clubs, le fait de jouer. D'ailleurs, ces clubs-là font majoritairement jouer des Français, y compris dans les buts, donc ça c'est très bien. Mais il y a des zones en France ou des endroits où c'est quasiment impossible de former. Voilà, sinon ce serait des équipes loisirs et encore, parfois il y aurait même pas assez de joueurs. Mais c'est ça, mais moi je il y a des réalités très différentes. Ouais, il y a des championnats où tu te déplaces, t'as même pas assez de joueurs pour former une équipe, quoi. Ouais. C'est alarmant. Ouais, et puis alors oui, c'est vrai aussi, Franck, t'as raison. Il y a des jeunes Français qui se retrouvent sans rien, mais après d'où ils sont originaires? Est-ce que les clubs qui les reçoivent peuvent leur offrir, j'en sais rien moi, tu vois, un appart, des conditions de vie quand même décentes, un salaire décent pour les faire jouer? Je suis pas persuadé non plus que tous les clubs ont ces moyens-là non plus. Donc bon, en tout cas. Tout n'est pas parfait, mais c'était pour dire qu'il y a des réalités très différentes dans le hockey français. Et que parfois, on pense avec la vue qu'on a depuis sa fenêtre, et c'est logique. Et quand on a une terre de formation, on se dit, voilà, c'est facile, tu vois, de jouer qu'avec des Français. Mais voilà, tout le monde n'est pas dans la région grenobloise ou dans les Alpes ou dans voilà. Et nous, on est très bien placés dans la région où on est pour savoir que, voilà, cherchez-moi des joueurs formés en région centre. Une région entière, hein, on parle pas d'un département, hein, je parle d'une région entière et qui joue dans les top divisions. Je veux dire, il y a même pas de quoi, il y a de quoi faire une ligne, mais maximum. Si on enlève ce que fait Tours, enfin les joueurs de Tours eux-mêmes, qui ont été formés. À la limite, tu peux faire une équipe, mais ça sera niveau des deux bas. Ouais, non, mais c'est ça, c'est parce que tu vas vite te retrouver avec les joueurs qui jouent en D3 tours, en fait, au final. Ça sera pas de haut calibre, c'est ça. Puis oui, en fait, tu formes une équipe Tourangelle, hein, on va pas se le cacher. Ouais. Il y en a eu des équipes Tourangelle, elles jouent en D3, c'est le niveau d'une équipe de Tours. Voilà, donc ça, et c'est le club principal de la région. Donc voilà, il y a quelques joueurs à Orléans. Oui, mais il faut quand même noter tout de même qu'il y a des gros progrès qui sont faits niveau formation partout en France. C'est un souci actuel parce que c'est des choses qui n'ont pas été faites dans le passé. Et le problème, c'est que ça perdure et une génération à former, c'est pas tu décides de former et les résultats, tu les as tout de suite après. Il y a une grande période d'adaptation après les premières mesures, et puis pareil, tes mesures ça peaufine au fil des ans. Mais voilà, faut quand même souligner qu'il y a des progrès, qu'il y a quand même une prise de conscience, que ce soit au niveau fédé des clubs, de certains, que ce règlement permet également de faire prendre conscience aux clubs que va falloir investir sur ses propres jeunes. C'est pas plus mal. Non, c'est très bien. Il faut se dire que c'est aussi ce qui coûte le plus cher à un club. Hein. Moi, je me fais volontairement l'avocat du diable parce que je suis pro-formation. Il n'y a rien qui nous fait plus plaisir. D'ailleurs, dans les balayeurs, on met en avant systématiquement les jeunes joueurs français qui réussissent dans les différentes divisions. Il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que ça. Mais il faut aussi avoir un regard honnête sur la situation et d'où on part. Et on a aussi beaucoup de dirigeants, notamment dans les assos de clubs de D3, D2, etc. Ils sont bénévoles, ils ont leur boîte à côté, ou ils ont autre chose à faire gérer. Voilà, ils sont pas toujours bien conseillés, ils sont pas toujours bien entourés. Oui, c'est tentant, c'est vrai, d'aller chercher, de mettre le peu d'argent qu'on a sur deux étrangers, 3 étrangers, pour espérer que ça cartonne. Mais bon, aussi, on a 4 championnats hyper différents en France. Faut s'en rendre compte, mais il y a rien qui va. Il
Il n'y a rien de comparable entre D1, D2, D3, Magnus. C'est vraiment 4 championnats différents et c'est incomparable et tout simplement. Ouais, à la frontière des deux, pas... si tu vas sur un bas de tableau D1, haut oui, de tableau bah, D2, au ou bas de tableau D2, haut au de D3, D3, bas D2. Oui, il y a ça peut quand se même. valoir. Mais oui, voilà, par rapport à ce qu'on disait avec le backup qui était mis coach sur la feuille de match, mais c'est parce que c'est pareil, en D3, c'est des gens qui travaillent à côté. Il y a, à part les équipes 1, il y a En plus, très c'est peu pas de du tout joueurs pour payés. montrer du doigt en mode regardez, c'est ridicule. C'est Ah juste non, que s'ils en arrivent là, ils ont pas le choix, je pense. C'est ça, c'est que foncièrement, voilà, il y a des équipes en D3 qui se déplacent à 13, c'est le nombre minimal. Ouais. Et puis voilà, il y a des efforts à faire de ce côté-là. Ouais, c'est clair. Bon, je trouve que c'est un débat intéressant et on a eu plein de réponses intéressantes avec des avis qui divergent et tout, et ça, c'est top. Je trouve ça vraiment bien. Ouais, c'est top, c'est top. Donc voilà, en fait, en fonction de ses points de vue, et puis après, on connaît pas toutes les réalités Non, de tous les clubs. oui, Tous les clubs ne loin. bossent pas parfaitement, on le sait. Il y a des clubs qui font des choix qui sont discutables parfois sur là où ils mettent leurs moyens. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui en France, aucun club ne travaille parfaitement. Bon, souvent, il y a des gens qui travaillent très bien, mais Ouais. Non, il y a du. Chacun a Moi, du je moins trouve que bon. ça. Et quelque part, des fois, il faut du moins bon pour. Non, puis c'est surtout pour par réussir, rapport hein. aux moyens donnés, de manière générale, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. C'est ça, même. non, franchement, c'est à souligner. Mais... Complètement. Donc voilà, c'était le petit point sur nos championnats. D'ailleurs, on va revenir à nos championnats avec la D1 quand même, puisqu'il y a eu une journée. Alors, il y avait eu un match avancé. Ouais, le match de Qui s'est la joué. 14e journée. Ouais. C'est le match du 1er janvier, je crois. Ah oui, peut-être, ouais, peut-être, c'est possible. Parce que oui, il n'y a pas de trêve Enfin, il y en a une mini en D1 et il y a des clubs qui ont complètement fait le choix de reporter des matchs, les décaler Ouais, c'est une période où il y en a beaucoup. pour hein, offrir ouais. des congés plus longs aux congés à joueurs. leurs joueurs Ouais. parce que il n'y a pas de trêve et entre guillemets c'est honteux d'avoir des joueurs. Est-ce que tu as en tête le résultat de ce match qui était avancé Ouais, le camp Neuilly. Ouais, c'était quand C'était 5-3. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était mardi. Ouais. C'était ce mardi-là avec. Moi, j'ai pu le regarder un petit peu. Il y a eu des petits problèmes de diffusion dans ce match, donc. Mais c'est vrai que c'est souvent l'avantage, ceci dit, des matchs seuls comme ça, c'est que toute la division peut un peu regarder c'est ça. les deux équipes, ça c'est sympa. Et il y avait quand même un bel écart de niveau. Ouais, c'est clairement les dynamiques sont totalement opposées. D'ailleurs, on l'a vu encore hier avec les résultats. Quand a aligné une 7e victoire de suite. Voilà, c'est l'équipe de Julien Guimard est lancée plus que jamais là. Avec, il y a peu d'absents. Il y en a un qui évidemment auquel on pense tous, c'est John Janil, hein, qui est oui, je pensais que tu parlais de. Ouais, non, mais dans ceux qui de sont romans, mais... qu'on espère revoir, Oui. pour Jérémy, c'est encore plus compliqué évidemment. Là, on a une pensée pour lui en permanence, mais en tout cas, dans ceux qu'on espère voir revenir au jeu rapidement, on aimerait bien voir John Janil. C'est encore quand même une plus figure fou aussi, qu'il soit aussi bon sans lui. Ouais. Après, ils ont compensé quand même. Hein. Non, Ils ont il y fait a venir Alexandre Pascal hein. quand même, qui est pas n'importe qui quand même pour la défense, c'est quand même costaud. On l'a leur vu hier défense encore. est assez folle. Hein. Alexandre Pascal, Thomas Carminati. Ouais. Il y a Michaelus Pour Bira citer qui que. fonctionne très fort. Pour ne citer que. Non, Non, c'est une grosse équipe quoi. Ouais. Là, franchement. Avec une base de JFL de très haut niveau. Ronan de Kemener l'expérience dans et les tout. cages. Ouais, oui. C'est pareil. Hein, Là, quand on le voit à 100% quand même, c'est impressionnant quoi. C'était pas forcément le cas toute la saison dernière. Il était handicapé par une blessure. Il est sous aucun cadeau, ce Garazin. Même aujourd'hui, il joue en D1 depuis 5 ans, mais il continue de faire partie des meilleurs gardiens c'est le boss, français, c'est le boss. C'est pour ça qu'il faut absolument le prendre dans une draft de D1 par exemple. Je dis ça, je dis rien. Ouais. C'était le duel entre quasiment les deux meilleurs gardiens d'ailleurs actuellement. Sur le papier, sauf que c'est le backup. c'est le petit mot. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que le commentateur de Caen, mon pote Seb, qui est aussi le responsable de com, n'a pas fait gaffe. il sait que je vais le chambrer. Et du coup, il a parlé de Raymond pendant peut-être un tiers, je sais plus, une bonne partie du premier tiers au moins. J'ai cru comprendre ça. Ouais. Alors que c'était Steven Catlin. On sait qu'à Tours, c'est une chance. Il y a 2 très bons gardiens. D'ailleurs, il a pas fait un match horrible, hein, Steven, du tout, sur la rencontre. Mais voilà. Donc, en fait, c'était Catlin. On n'a pas eu le duel Raymond vs Kemener sur ce match-là. Non, peut-être pour le match retour. Ouais, on verra ça effectivement. Donc, Caen victoire 5-2 contre
contre Tours en ayant mené tout le match, dont notamment 10 buts en 3-0. une semaine, c'est pas mal. Ouais, ils sont gâtés les supporters des Drakkar là. D'ailleurs, la patinoire a été pleine, donc voilà, ça a rempli aussi en D1, c'est cool de voir ça. Pas mal d'ambiance. Au niveau des autres résultats de la D1, justement, on a eu une victoire logique sur le papier de Cholet à Morzine, mais insiste, quand même l'écart faut faire parler un peu. Cholet, ils sont forts en déplacement cette année. Ouais. Ça les réussit. Les montagnes, ils avaient déjà mis un gros score au Yeti. Là, Morzine, une équipe. Ouais, et vu que Bruce avait mis au moins un but, une passe au minimum. Et puis voilà, c'est une attaque qui est costaud aussi. Hein. Mathieu Tremblay qui est dans une forme exceptionnelle depuis 3 ans. C'est un joueur pas mal étonnant pour le coup, parce qu'il était arrivé en D2 à Limoges. Ouais, tout à fait. Cholet était allé le récupérer et c'était un bon joueur de D1. Un joueur de l'écurie Bergeron. Ouais, complètement. Et, puis, voilà, il n'avait pas des stats exceptionnelles. Et puis il avait fait des top playoffs avec Cholet, je m'en souviens encore. Ouais. Et ça lui a ouvert des portes incroyables. Il avait signé à Tours. Ouais. Et puis là à Brest. C'est quasiment à Tours d'ailleurs que ça a été le moins au niveau stats, je crois, le moins costaud. Le moins intéressant. Ouais. Mais c'est un joueur intéressant parce qu'il est aussi travailleur. Enfin, je veux dire, il a aussi un profil un peu. Un vrai joueur établi. Ouais. Et puis là à Brest, il a explosé, il est revenu à Cholet, il est exceptionnel. C'est bravo à lui. Hein. Ouais, c'est clair, c'est un joueur très prolifique. À qui on s'attendait pas qu'il soit aussi prolifique et qu'il ait eu les qualités pour. Et voilà, franchement, bravo Mathieu Tremblay et bravo à Cholet. Ouais, ils avaient besoin à Cholet un peu quand même de retrouver un peu de lustre aussi, donc c'est une victoire qui va faire du bien aux Dogs, c'est clair, comme celle de Meudon sur la glace de Brest. Alors là, c'était un match qui sentait le soufre un peu. Et Meudon, ça va bien. Ah ouais, Meudon, ça va après, carrément pas mal. Brest. Mais on l'avait dit déjà que les étrangers de Meudon étaient très bons. Et ils font la différence, ils assument le statut. Et en plus, ils ont été costauds. Voilà, avec, on sait, un gardien qui est capable d'être une vraie muraille. Donc voilà, victoire sur la glace de Brest, c'est quand même. Ça se prend bien, pour très bien même pour les comètes. Et puis Brest, compliqué. Hein. Ouais. Cette année, l'équipe de Brest. Pareil, on l'avait un peu dit en début de saison. Hein. C'était surprenant qu'ils commencent très fort, mais. Et pourtant, au classement, ils sont pas non plus à la ramasse. Ils sont 9e. Hein. Non, parce qu'ils ont souvent assumé justement leur statut contre des clubs de bas de tableau. Mais là, c'est pas le cas. En tout cas, même si le match a été très serré. Hein. Ça se joue à rien, 2 buts à 3. Non, voilà. Mais ouais, moi je trouve que l'effectif est quand même moins qualitatif que les saisons précédentes où Brest on avait l'habitude d'avoir des grosses équipes top 4. Hein. Ouais. C'est un club qui est clairement habitué au top 4. Ah bah c'est clair. Et là, peut-être un petit peu en décap par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Je serais curieux à mon avis, ça va 31 décembre. Le chrono défile. Ouais, il reste 2 semaines, quoi, une quinzaine de jours. Et puis avec les fêtes et tout, c'est pas la période la plus simple non plus pour gérer tout ça. Donc on va voir, il y a eu un ajustement à Tours d'ailleurs avec le départ de Vrana et puis l'arrivée de Cameron Howe. Ouais, exactement. H-O-U-G-H, qui se prononce Howe, qui sera peut-être qualifié pour le match de samedi prochain, mais aucune garantie encore maintenant. C'est des derniers ajustements des clubs de D1 possibles. La Magnus aura, on le rappelle, un mois de plus jusqu'à fin janvier. Ouais, c'est ça. Pour en faire. Après, l'avantage, peut-être pour les clubs qui veulent récupérer, c'est de récupérer ces joueurs-là qui sont coupés là, dans certaines équipes. Ouais, ça peut. Tu sais, parce que moi je continue de le dire, c'est pas forcément. Je serais curieux de. Ça m'étonne. Par exemple, on parlait de Brest. Je veux dire, Vrana, il a été ultra bon à Brest. Donc, why not? Pourquoi pas? Ouais. Moi, je pars dans le principe qu'il y a des joueurs qui sont pas mauvais et que chaque contexte est différent. Ah bah complètement, c'est sûr. Vrana, pour le citer, à Tours c'était pas fameux, mais c'est pas un mauvais joueur. Moi, on va pas se le cacher, quand il a signé à Tours, j'étais content parce qu'à Brest, je le trouvais très bon. C'était un point par match, je crois. Ouais, puis franchement, une belle qualité de passe. Ouais. Il arrivait à être buteur et tout. On a vu du bon avec Vrana au début à Tours. Mais c'est pas un mauvais joueur. C'est pas un mauvais joueur. Mais des fois, le persuadé contexte, que c'est une histoire de contexte, puis des fois le style de jeu qui convient pas, après la perte de confiance, la pression, il y a 1000 trucs qui peuvent expliquer pourquoi ça le fait pas. Même avoir du mal à s'imprégner dans un effectif, ça arrive parfois. C'est le manager de Rouen, c'est très intéressant, je m'en suis souvenu, qui disait que quand il construisait ses équipes, il faisait toujours attention à avoir Monsieur Guiffon. Voilà, qui faisait toujours attention à avoir 2 joueurs de la même nationalité. Ah, pas laisser un gars esselé. Il voulait jamais. Il a expliqué que quand il construit son équipe, il veut toujours qu'il y ait déjà pas la barrière de la langue
Et même peut-être côté culturel, etc. Donc, tu sais, s'il va chercher un Tchèque, bah, il fait en sorte d'aller chercher un Tchèque ou un Slovaque, un Finlandais, d'en prendre un deuxième. Et moi, je trouvais ça intéressant d'écouter ça et de voir ça. C'est plus facile à faire en Magnus avec le nombre d'étrangers auxquels tu as droit que dans les autres divisions. Non, c'est sûr, mais ouais, tu sais, quand tu as une équipe, là, pour citer toi, quand tu as une équipe de Nord-Américains, on va pas se le cacher, il y a que des Français et des Nord-Américains, tu fais venir un Tchèque, alors certes, il parle anglais. Mais c'est différent. Hein, culturellement, tu penses que c'est. Après, je sais pas. Franchement. Ouais, c'est des stratégies. Puis même, c'est mon avis, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hein, mais c'est souvent le cas, parce que quand il y a eu des Russes ou des Lettons, souvent ils arrivaient au moins par deux. Ouais, c'est ça, mais c'est une forme de cohérence aussi. Je pense que c'est peut-être, voilà, ça fait partie du contexte aussi, la vie de vestiaire. Nous, on n'y est pas, donc je me permettrai pas de faire un jugement sur ça. C'est clair. Mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer également. Là, je parle de Tours, mais pour n'importe quel club. T'as des joueurs, parfois, ils ont cartonné dans des clubs, ils arrivent dans le tien, tu fais, bah bizarre, pourquoi il est aussi mauvais? Voilà, et parfois c'est inexplicable. Non, c'est pas que le joueur est foncièrement devenu. Tu peux pas devenir nul comme ça en une saison. Non, complètement pas. Et puis c'est même pas on leur souhaite le meilleur. Hein. Ouais, les contextes. Ce qu'on dit, c'est le contexte général, c'est sûr, c'est jamais simple. Il y a eu un match de fou entre Chambéry et Dunkerque, avec l'un qui passe devant, l'autre qui passe devant, et au final c'est l'équipe en forme, l'équipe de haut de tableau qui s'impose. Dunkerque 6-5 sur la glace de Chambéry. C'est dur les matchs comme ça. De la Coupe de France. Ouais, complètement en plus. Mais c'est dur les matchs comme ça quand t'es à la maison en plus, tu marques 5 buts quand même et tu t'imposes pas. C'est pas simple, et en plus tu prends 0 points comme il n'y a pas de but marqué en prolongue. Ça peut faire mal à la tête, surtout que Chambéry. Ils ont perdu en temps réglementaire. Hein ? C'est en temps réglementaire le match ? Ouais. Oui. Ouais, c'est ce que je disais, tu prends 0 points. Je veux dire, tu perds tu mets 5 buts, tu fais un gros match. J'ai cru que c'était tu prends 0 en prolongation ce match-là. Ah bah attends, je vais vérifier vite fait. Mais non, mais t'as raison, ça doit être ça. Mais waouh. Dunkerque, c'est l'une des forces. On a parlé de Caen qui était dans une forme exceptionnelle. Nantes également, on va en parler juste après. Oui, c'est clair. Mais oui, Dunkerque, c'est une équipe qui est bien construite. Qui a un jeu très intéressant. Ouais, tout à fait. Jonathan Lafrance, un coach qui est jeune. Hein. Ça fait pas longtemps qu'il est dans le métier, mais voilà, il fait partie de ces coachs jeunes-là qu'on apprécie avec Sylvain. Ouais, tout à fait. Ouais. Ce hockey moderne, ce renouveau des joueurs, des anciens joueurs qui apportent de la fraîcheur et leur vision du hockey, parce que voilà, ça arrive. Et excellent choix qui pouvait s'apparenter à un pari côté Dunkerque. Ouais. Et finalement, c'est un pari gagnant. Et tout simplement, une petite victoire à Chambéry. Ouais, et puis Dunkerque, faut pas oublier que l'an dernier, si ils tombent pas du côté de tableau où c'est extrêmement compliqué avec Épinal, etc., ils peuvent aller aussi. C'est une équipe qu'on voit parmi les gros favoris déjà. Hein, donc ils font que confirmer déjà que c'est une grande puissance de D1 qui aspirera à la montée en Magnus. Si c'est pas cette année, ça va être. L'année dernière, ils auraient très clairement pu finir en finale. Hein. Ils ont perdu face à Épinal, mais c'était une série qui était vraiment assez serrée. Et puis oui, voilà, c'est l'équipe de Jonathan Lafrance qui est une belle surprise pour moi. En tout cas, je m'attendais peut-être pas à voir Dunkerque atteindre ce niveau-là. Ouais, alors c'est bien parce que c'est un gros D1 qui assume. Parce que les moyens, ils sont là quand même à Dunkerque, faut le dire. Je veux dire, quand on voit le recrutement, on lit entre les lignes, on sait combien valent les joueurs après, etc. On s'est donné les moyens quand même de se préparer pour la Magnus. On a une patinoire à deux glaces. JFL de Dunkerque. Ouais. Je suis désolé, mais Antoine Torres aujourd'hui. On prend des JFL de Magnus, voilà, niveau Antoine Magnus. Torres, il a pas grand chose à envier à pas mal d'étrangers de D. Hein. Ouais, c'est un très bon joueur, tout à fait, qu'on a connu aussi à Tours. Donc qui a encore maturé et progressé dans son jeu. Même Romain Carpentier, etc. Ah ouais, non, mais bien sûr. Des gars qui ont clairement encore le niveau pour jouer Joseph Magnus, Bretin, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de clubs de Magnus qui regardent aussi. Donc c'est très très bon ce qui se prépare à Dunkerque, mais tout le monde attend évidemment cette demi-finale incroyable de coupe qui va offrir une équipe de D1, soit Chambéry, soit Dunkerque, et qui malheureusement se disputera pour les Dunkerquois sans Vít Budinski, qui est quand même un atout majeur de l'attaque, la légende, extrêmement régulier, mais qui a pris une grosse sanction là par la communauté. Il est concerné par la Coupe de France. Ça fait partie des matchs officiels, donc je pense qu'il risque de le louper. Ouais. Ah ouais, ok, je pensais que c'était qu'en championnat. Il n'y a pas la règle tu prends la suspension dans un match de D1 et tu dois la purger en D1.
C'est-à-dire que tu auras un joueur, je fais un exemple Oui, mais exprès en gros, bizarre, un mec mais tu as un mec fait ça qui en prend Coupe de 12 France, matchs, il doit attendre l'année. 12 matchs en D1, il peut jouer en coupe. Mais je crois. Ah ouais, je sais pas, à vérifier. En tout cas, si vous avez l'info, nous on prend. Je vous confirme en tout cas, comme Benoît nous le met, que c'est bien en temps réglementaire qu'il a gagné, c'est encore avec un plus but de dingue. Dinda à la 53e, 54e minute. Ça, 54e c'est minute. bizarre, je crois qu'il est dans l'une de drafts. Non, il est pas dans l'une des drafts de D1 Lubomir, Non. très bon joueur, très très bon joueur. Effectivement, il a été choisi par quelqu'un qui a du goût. Même si choisir Joseph Broutin, c'était quand même pas la pire des décisions non plus, je pense. C'est vrai. C'est vrai. Alors, un petit message de Franck encore sur le. C'est vrai. Effectivement, un cas qui nous. Mais on en a parlé beaucoup. Franck, lors du Franck dernier veut lancer les débats aujourd'hui. live. Ouais, c'est clair. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est étrange. Oui, on je est partage d'accord. cet avis-là. On est d'accord, et c'est pour ça qu'on a parlé nous d'Acosta. On voit pas pourquoi lui serait mis complètement. Oh. Alors après, ce qui peut s'expliquer entre guillemets, hein, j'essaie de comprendre la logique, mais c'est qu'en fait, en gros, en allant jouer en Russie, enfin c'est comme ça que le voient les gouvernements, etc. Tu fais la promotion du championnat russe et tu rapportes potentiellement de l'argent ou des résultats à des équipes russes, donc au hockey russe, donc à la Russie. J'essaie vraiment de tirer le truc, hein, parce que moi je trouve ça aberrant. Mais alors que quand les Russes viennent chez nous, bah, finalement ils nous apportent à nous, mais ça change rien avec l'image de la Russie. En tout cas, économiquement, ça change rien pour la Russie, quoi. Ça reste des représentants de la Russie. En termes de politique du sport, ça va dans les deux sens. Hein. Des athlètes russes qui viennent jouer. Ouais, en mais je parle France, d'économie, qui je parle pas de politique. Non, c'est sûr, mais en termes. Après, c'est un choix politique hein, de la Fédé. Oui. C'est clairement lié au conflit actuel et de ce qui se passe. Si tu prends un choix politique comme ça, tu l'assumes jusqu'au bout. Hein. Tu veux pas qu'on représente la Russie, tu veux pas faire leur promotion, etc. à travers d'Acosta. Je suis désolé, mais quand tu fais venir des joueurs russes. Non, c'est que tu veux. C'est pire que ça, c'est que tu indiques que clairement un joueur qui. Mais ils leur ont dit, si vous allez jouer en KHL, vous serez plus sélectionné, vous serez blacklisté. C'est ça. C'est même tu pas vas vous jouer en serez plus Russie, en fait, sélectionné t'es obligé en équipe de d'assumer France. la politique russe. On ne parlera plus de toi. Ouais, non. Ça va plus loin, ils sont blacklistés. Je préférerais qu'ils puissent jouer en équipe de France et qu'on parle pas à la limite de leurs résultats en championnat. Ce serait un peu étrange. Moi aussi, mais là c'est. Ah non, c'est les deux. C'est même pas genre oublier l'équipe nationale, c'est oublie-nous. Là, on est peut-être en train d'assister à la fin de carrière comme ça de Stéphane Dacosta, qui est quand même ça serait honteux. peut-être le plus grand talent qu'on ait jamais vu en France, et je trouve ça scandaleux de ouf. Qu'on n'en parle même pas. Ces dernières saisons, en plus, il est vraiment prolifique cette année. C'est la honte. Ouais, complètement, c'est clair. Du coup, ça c'était sur le débat sur Dunkerque. On voit les commentaires là, la question sur la patinoire de Dunkerque. Oui, elle a été très mal dimensionnée. Avec un de mes amis dunkerquois, on en avait parlé longuement en amont. Je lui avais dit, mais c'est pas possible de faire une nouvelle patinoire avec aussi peu de place. Et évidemment, on refuse du monde. Et on manque de place. Et donc du coup, on n'offre pas les possibilités financières au club de Dunkerque de se développer encore plus et de se préparer encore mieux pour la Magnus. Il manque 500, 1000 places minimum dans cette patinoire. Pour Dunkerque, c'était sûr à 100%. Ça, c'est quand même un peu malheureux, je trouve. Oh, les 2500 places, il est rempli de l'argent. Ouais, non, mais il faut ça pour la suite, pour une pérennité et tout, quoi. C'est un petit aparté. Que penses-tu ? On nous pose la question sur Kik. Ouais. On l'a peut-être pas prévu dans le programme. Que penses-tu de Kopitar ? De Andrzej Kopitar, évidemment. On part sur la NHL, là. On est complètement sur notre sujet, etc. Petit aparté, excellent joueur. Voilà. Ah non, mais moi j'adore Kopitar. Si on parlait des joueurs les plus sous-cotés de la NHL, il serait top 3. Voilà ce que j'en pense. C'est simple. Donc voilà ta petite réponse. C'est juste qu'il a un marché, il est dans un marché. Dans une ville incroyable, mais dans un marché un peu dégueulasse. C'est-à-dire qu'à Los Angeles, il y en a que pour le foot US, le baseball ou les Lakers, évidemment, franchise une des plus iconiques de l'histoire du sport américain. Et les Kings sont très 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 loin derrière tous ces clubs-là en termes de notoriété. Et comme ils n'ont pas remporté la coupe depuis longtemps, qui était un peu leur seule façon d'exister à ce niveau-là, et on n'en parle jamais. Et en plus, il n'est pas d'une nation qui fait rêver. Et son équipe nationale fera jamais de podium, tu vois, internationaux. Donc voilà, malheureusement. Mais c'est un joueur ultra sous-coté, c'est un joueur magnifique, un leader. Il a tout le temps été répondu présent. C'est magnifique. Mais c'est vraiment un aparté complètement hors de débat du moment. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup réagi au chat de Kik. Je veux pas. C'est bien. Sans réponse. Mais quand on parlera des Français de l'étranger, on sera un peu plus on parle un peu plus de NHL, je pense, à ce moment-là.
Voilà. Donc, on a une réponse ouais. à la suspension et en fait, ok, c'est la licence qui est retirée, donc tu ne peux rien jouer du tout pendant la suspension. Voilà, c'est ça. Bah, c'est bien ce que je pensais. Donc Budinski ne pourra pas jouer en coupe. Hélas pour eux, alors que je pense que le club pensait qu'il n'a pas été si sanctionné. C'est pas un joueur sanctionné habituellement en plus. Et là, il a pris assez cher, effectivement. Oui, il y a Pascal qui nous parlait du cas de Brett Aubin, qui a pris aussi lui lui, il a pris cher. belle 7 matchs, suspension. Ouais, il y a du 4 sursis matchs dedans, je pense. 4 matchs fermes. 3 ou 4, ouais. Donc, merci pour ces infos-là. Hop, je repasse le petit message de Franck aussi. Voilà, il aurait fallu une 2500 places. On est d'accord, tout à fait. Ah, bah 2500, limite plus. Hein. Ouais, en tout cas, oui. Mais en tout cas, 2500, déjà, c'est plus correct. Et avec une possibilité d'extension à la limite. Et après, tu t'ajustes, quoi. C'était quoi la règle qui a été affichée juste avant? Hop, celle-là, je l'ai remis. Dans le championnat dans lequel il a été sanctionné. Bah voilà, moi c'était ça auquel je faisais référence. Pour moi, je connaissais cette phrase-là et cette règle-là. Il faudrait voir de quand. Est-ce que ça a changé? Tu te faisais sanctionner dans un championnat, tu devais le purger dans ce championnat. Mais peut-être ça a changé. Hein. Mais moi, j'avais souvenir que tu devais le purger dans le championnat. Il y a eu des cas comme ça qui sont passés, effectivement. Donc on verra bien. Donc, mais bon, pour moi, les infos que j'avais venaient du club. Donc j'ose espérer qu'ils ont les bonnes informations pour eux. Mais c'est ce que j'allais dire. J'espère pour eux, parce que s'ils vont pas jouer Budinski en pensant j'espère que les clubs connaissent la règle. Non, ils se seront fait confirmer de toute façon auprès de la Fédé. Ils se posent la question, c'est sûr. C'est certain. Donc ils prendront pas le risque de jouer avec tout ça, évidemment. Donc a priori, c'est en tout cas le... T'imagines, tu perds et après t'apprends que ton top scorer il aurait pu jouer. C'est pas possible. On peut pas s'imaginer ça, en tout cas. On n'avait même pas fini notre tour de D1 quand même. Donc il faut qu'on le finisse là. On a parlé de Dunkerque. On va absolument parler de le Nord en force avec la victoire de Valenciennes 5-3 contre Neuilly. C'était le duel de bas de tableau. Voilà, où Valenciennes savait qu'il fallait absolument le gagner celui-là pour se donner des chances de s'extirper de la dernière place. Ce qu'ils ont fait en gagnant face à Neuilly. Voilà, belle performance collective. Valenciennes qui s'est mis au pouls de la D1 qui me fait un petit peu penser aux Morzine de l'an dernier. Où ils ont pris leur temps avant de jauger le niveau, enfin en tout cas de s'y adapter, de faire des choix. Hein. Et voilà, et puis le retour de blessure de Jarovinski, en tout cas les débuts de Jarovinski ont fait beaucoup de bien, je pense. Il est régulièrement scoreur sur tous ces matchs-là. Et puis du côté de Lyon, on s'en sort pas du tout. Voilà, dernière place, là, c'est l'urgence est vraiment activée là. Heureusement que finalement on a une forme de championnat cette année qui fait qu'il y aura peut-être pas de descente, une maximum. Mais ça, c'est quand même pas une saison très funky avec les travaux à la patinoire en plus à Neuilly, avec des matchs qui sont reportés plus tard. Ouais, c'est saison galère, quoi. Je crois qu'on va avoir hâte de passer à autre chose du côté des Bisons. Pas se le cacher, raté. Hein. On l'a déjà dit la dernière fois. Là, ils ont fait revenir Raphaël Bastille en France. Supporters de Cholet, ils le connaissent très bien en D1. Si, j'étais un peu dubitatif parce que ça faisait 4 ans qu'il jouait en Ligue Hockey Senior là-bas, donc c'est un match par semaine et pas d'entraînement la semaine. Mais écoute, premier match, un but, une assist. Là, pareil encore face à Valenciennes, ils rescorent. Ouais. Donc ils ont fait des réajustements, mais moi Neuilly, j'avais regardé le camp Neuilly. Franchement, en termes de niveau, il y a un vrai gap avec les autres équipes. Ouais, il y a un peu plus de. Souvent, on disait qu'en D1, tout le monde pouvait battre tout le monde. On s'était un peu habitué à ça. Cette année, il y a quand même une forme de hiérarchie, je trouve, qui se démarque, quoi. Donc je peux me tromper, mais il me semble que l'autre tableau est quand même vraiment fort cette année, quoi. On verra. Une bonne info de Boy Bob. Notre envoyé spécial à Valenciennes. Ouais, mais c'est parfait, on le remercie parce qu'on a toujours des tops informations avec lui. Et c'était pas Antoine Gilbert. Hein. Là, on a fait confiance à Mathis Petit, le backup. On avait déjà vu. Le petit nouveau, on pourrait dire, pour l'occurrence. Oh non. Pas écoute, ça, il est jeune. mais oui, il y avait eu le débat dans les commentaires sur Valenciennes. Des gens qui avaient demandé pourquoi avoir fait venir Gilbert alors qu'il y avait un petit backup qui aurait pu jouer. Et peut-être le coach il a vu les messages où Gilbert était pas dispo. Puis après mettez-vous à la place des coachs. Je veux dire, quand on a la possibilité, quand on a besoin de prendre des points et qu'on a la possibilité d'avoir des joueurs qui dans changent le contexte de Valenciennes. Mais là, belle victoire face à Neuilly. Petit backup de, je crois il a donné son âge, 19 ans, premier match professionnel en carrière.
Non, c'est top. Et puis c'est top pour lui. Il a arrêté un tir de pénalité de Carson Brière. Qui n'a rien à voir avec Daniel. Si. C'est son fils. Ah, c'est le fils de Daniel Brière, d'accord, oui. ok. Ah bah voilà, donc le fils de Daniel Brière en l'occurrence. Ah, j'avais complètement raté cette info-là. Oui, ah ouais, donc pareil, on espère que du coup Daniel Brière va venir voir des matchs à Neuilly. Bah, je pense qu'il restera pas longtemps. Ouais. Il va faire un chèque pour que la patinoire soit remplacée. Si, c'est son fils. Excellent joueur d'ailleurs. Carson Brière, il vient de NCAA et très très bon joueur. Ouais, tu l'as vu un peu décortiquer son jeu. Moi, j'ai pas trop eu l'occasion de le voir jouer. Si t'as l'occasion, de toute façon, on va avoir le Neuilly Tour qui va. En tout cas, il est formé à bonne école parce que son père est vraiment un très très beau joueur, joueur de hockey. C'est un très bon joueur. Je pense qu'on aurait pu viser mieux, mais il y a eu un petit bad buzz. Je sais pas si tu t'en souviens, Sylvain, par rapport à ce joueur-là. Ah oui, exact. Ouais, bah, tu peux rappeler l'histoire si tu veux, mais c'est vrai. Je crois qu'on l'a déjà rappelé sur un live, mais bon, bref, c'était une caméra de surveillance dans une sorte de soirée de nuit. Et en Ce gros, qui coûte cher pour des carrières de jeunes joueurs. Hein, il avait peut-être un petit peu bu, il était avec ses amis, et en haut d'un escalier, il y avait un fauteuil roulant, et il l'a tout simplement balancé. Fait rouler en gros dans les escaliers. Fauteuil roulant vide, évidemment, mais. Non, très intelligent le Carson, mais on va mettre ça sur l'erreur de jeunesse. C'est une connerie effectivement, mais bon, on lui souhaite et du coup, voilà, de continuer à prendre du plaisir sur la glace et puis d'apporter au bison. Valenciennes s'est adapté à la D1, ils ont fait les réajustements nécessaires. Maintenant c'est une équipe de D1, objectif maintien peut-être plus même. Les playoffs sont pas si loin en vrai, on est à mi-championnat pour certaines équipes. Ils sont revenus dans la course vraiment. Samedi, on aura fait les 13 matchs, 13 journées officielles. Et puis la 8ème place, en réalité, elle est accessible par quasi tout le monde. Avec ce top 4, top 5 qui se détache vraiment beaucoup, on va se battre pour les places de 8-7 un peu comme ça arrive souvent. Donc ça va être intéressant ce championnat dans le championnat. Extrêmement d'accord avec ce que dit Benoît Baudard. Faut prendre des Nord-Américains à Neuilly, on est d'accord. Les Finlandais, c'était un pari. Ça a vraiment pas marché. Et en plus, quand tu fais un changement de coach comme ça, un coach canadien, il coachait en LNH, donc c'est pas des Finlandais que tu coaches là-bas. Franchement, reste sur tes acquis, ou en tout cas, tente pas des nouvelles choses comme ça. Et puis en plus c'est des coachs qui ont des excellents contacts, il a su faire des réajustements en allant chercher Jérémy Fortin et Raphaël Bastille. C'est tentant de prendre des Finlandais parce que c'est une très belle nation de hockey. Il faut avoir les contacts pour. Voilà, ça peut ne pas fonctionner. Si c'est juste des agents qui te contactent, qui disent tiens, j'ai un joueur finlandais, tout Elite Prospect, tu regardes ses stats en Messi, tu fais bon bah vas-y, et en fait finalement tu te rends compte que non. Compliqué, mais voilà, Neuilly fait des réajustements et Neuilly reste une écurie de D1. C'est un club avec des dirigeants expérimentés qui connaissent un peu tout ça, la division, etc. Donc, comme à Brest, on va faire le job. On va essayer de. Mais c'est pas facile pour Neuilly la transition. Non, c'est clair. Passer après Franck Spinozzi, ça va. Quand c'était François Dussault, il était l'assistant. Ouais, c'était fait en interne déjà. La transition était plus simple. Là. Ils font revenir Serge Forcé du Canada. C'est quelqu'un qui entraînait en LNH. C'est pareil, c'est différent comme championnat. C'est limite pareil, une réadaptation de Neuilly au championnat. Il redécouvre la D1. Est-ce qu'il aurait sous-estimé le niveau de la D1 ? Il l'a quitté avec Montpellier en 2018. Ce qui est sûr, c'est que le championnat a évolué. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il a sous-estimé la D1, peut-être qu'il n'a pas suivi l'évolution. Maintenant, Neuilly est dernier de D1. C'est dur à dire, parce que c'est peut-être pas forcément où est-ce qu'on les place. Non, c'est clair. Bon, t'es au moins dans la course pour les 8, quoi. Mais bon, ça peut aller vite. On verra s'ils trouvent des solutions de leur côté. On a une petite question sur le décor là. Ce masque de gardien, il m'a été offert lors de toute la campagne de préparation du Tour de France du hockey par Matt de Venom Design. Donc il appartient à moi en fait. C'est-à-dire que c'est un masque le hockey franco. Donc voilà, c'était un cadeau exceptionnel. T'as pas été gardien dans ta vie ? Non. C'est pas ta crosse j'étais gardien d'immeuble, mais pas plus que ça.
Et oui, c'est vrai qu'on a une jolie crosse aussi, voilà, qui pour la petite histoire appartenait à Sébastien Rébon. Et voilà, il y a eu un petit dégât sur la crosse. Et on a récupéré pour le décor des balayeurs parce que c'est quand même sympa. Parce que les clubs sont classe. Envoyez-nous des maillots. Ouais, en vrai, ce serait incroyable. Mais on organisera un petit fera concours, de un la petit truc pub autour de ça. Non, mais. On a besoin pour renouveler notre décor de nouveaux maillots de Magnus, de D1, etc. Voilà pour cette petite question qui n'avait rien à voir. Hop. Un petit truc sur l'ancienne. Triskel qui nous a posé une question et je ne l'ai pas comprise. Non, bah écoute, si tu peut veux nous reformuler, on répondra avec grand plaisir. Donc Strasbourg qui a battu le Mont-Blanc. Donc le Mont-Blanc, on a dit, hein, c'est compliqué de manière générale. Là, on a du mal à trouver des solutions en ce moment. Puis Strasbourg qui va très fort, donc à domicile, ça a été un peu logique. Et par contre, quel carton incroyable de Nantes face à Épinal. On a un vrai problème du côté d'Épinal en ce moment quand même. 7-0 la victoire nantaise, tout simplement épatante avec, je crois, 4 buts d'un des attaquants canadiens de cette équipe. Je crois, j'ai oublié le. Tu te rappelles du nom de famille, nom qui peut se prononcer à chaque fois je l'oublie ce nom-là, alors que j'adore le joueur. C'est pas Williamson? Non, justement, c'est pas Jagger le Williamson, Canadien que j'aime beaucoup, mais c'est l'autre que je trouve encore. J'aime encore plus son style, qui a un nom qui peut se prononcer en français ou en. Christopher Colin. Voilà, c'est ça, merci. Et puis Benoît Baudard nous dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Il vous faut un maillot de Valenciennes, ouais, surtout que les maillots de Valenciennes sont sublimes. On les adore. C'est franchement. C'est excellent. Ouais, un coucou à Studio S qui les fait et qui est voilà, un copain aussi et qui fait un boulot admirable. Donc voilà, ouais, Christopher Colin, ouais, merci beaucoup encore Benoît pour de me confirmer ça. Donc victoire 7-0 de Nantes sur Épinal. Je pensais voilà. pas que Bonvalo serait aussi important dans cet effectif-là. Ouais, mais c'est étonnant, on disait on passe d'une situation où à un moment donné Épinal avait quasiment 3 gardiens quasi numéro 1 potentiels dans l'effectif. Là on a du mal à trouver des solutions pour ce poste-là, mais il n'y a pas que ça. Quand tu prends 7-0, t'as pas, je sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, peut-être celle d'avant, t'avais quand même Bonvalo, Branislav Bernat et Korochun. Non, Bernat c'était pas avec Bonvalo, je crois, c'est l'année d'avant. Mais ouais, en tout cas, à un moment donné, il y avait 3 gros gardiens. Ouais, Korochun, Bernat et je ne sais plus qui était le GFL. Là, tu as un gardien et 2 U20, tu les aides pas en plus. Non, c'est compliqué. Normalement, il y a au moins l'équipe est quand même capable de protéger un peu plus son arrière-garde. C'est pas des backups d'expérience. Hein. Non, bien sûr. C'est un coup, mais les deux, en plus, un coup c'était pas comme Courtoison et c'était la galère pour lui. Ils ont mis Tristan qui a fait un grand match. Ouais. Et puis là, pareil, Tristan il galère, donc il faut rentrer pas comme à Nantes. Ouais, c'est le. Et pourtant, alors Bonvalo, hein, ça reste un bon gardien, mais c'est pas non plus le gardien du siècle. Et je m'attendais, c'est un gardien très solide, que Épinal soit aussi dépendant de lui. Vu comment l'effectif est touffu partout, on s'attendait à ce que niveau gardien ce soit tout aussi solide. Et pourtant, les supporters d'Épinal on dit que c'était quand même un meilleur match que face à Meudon. Hein. Ouais. Il y avait quand même de l'intensité, etc. Le 7-0 représente pas réellement le score. Ouais, ce serait curieux. Mais non, même côté nantais, il confirme que 7-0 c'est. Ah ouais, donc ça serait curieux que ça soit le. Mais voilà, Épinal, c'est compliqué depuis qu'il n'y a plus Antoine. Il va être vite de retour. Hein. Je crois qu'il est déjà de retour à l'entraînement, mais il n'a pas été emmené à Nantes. Et puis voilà, ils finissent 4ème, la fameuse équipe qu'on plaçait top. Mais voilà, Strasbourg, Caen sont sur des grosses dynamiques. Et ils profitent de cette absence de Bonvalo. C'est ça. Tu parles du classement, c'est parfait. Je crois qu'on a fait le tour des matchs. Là, pour le coup, on a fait une longue page D1. Donc Strasbourg en tête, devant Caen et sa magnifique série. Dunkerque qui assume totalement son rôle de top club. Épinal du coup qui passe en 4ème, mais voilà, c'est pareil, c'est loin d'être joué ça, entre ce top 4 là. Et après c'est un peu plus serré et disputé entre Cholet, Nantes, mais Nantes a des matchs de retard. Donc attention aux Nantais qui reviennent très fort aussi malgré leur point de pénalité. Ils ont un rythme de toute façon de top équipe, clairement. Ah, puis même dans le jeu là. Ah ouais, non, mais de toute façon, on l'avait dit, leur effectif, pour moi, c'est le meilleur effectif de D1. Peut-être pas en quantité, mais en qualité de joueurs alignés sur 4 blocs, c'est incroyable. C'est le meilleur.
le niveau qu'ils ont à mes yeux. Hein. Après, moi, je peux me tromper. Derrière, on a Meudon 7ème quand même. Bravo vraiment aux Comètes qui sont très bien placés. Meudon, Mont-Blanc, on le disait, qui ont connu une passe difficile, mais quand l'air de rien, ils sont quand même 8ème encore, ça va encore bien pour Mont-Blanc, mais par contre avec 13 matchs joués, c'est un peu la même situation que Tours, avec un peu plus de points devant quand même. Brest 9ème, donc Tours 10ème, et ensuite on a Valenciennes, Chambéry, Morzine et Neuilly, donc Valenciennes qui est quand même passé des tréfonds à la 11e place. Hein, donc c'est... De dernier à 11e, c'est chapeau. Un samedi. Hein. Et puis là, ils sont pas trop loin non plus des places de devant, donc attention. Ouais, bien sûr. On va avoir un match le 23. Le Tour Valenciennes, là, il vaut cher. Et oui, ça va être un match déjà capital pour les deux équipes. Tout à fait. Et puis Benoît qui nous dit que Nantes c'est très fort, mais voilà, Sylvain il voulait pas trop se mouiller en disant que c'était le meilleur effectif, mais franchement il n'y a même pas débat sur le... Si, débat il pourrait y avoir avec Épinal, Dunkerque, potentiellement. Mais pour moi, en tout cas, moi je trouve... Honnêtement, même, je pense avec les réajustements de début de saison... Sur les JFL, Nantes, même... c'est très 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 fort. On devrait l'afficher en live, leur effectif, mais c'est Louba. Hugo Turcotte qui était le backup, qui est parti se former aux États-Unis, qui était le backup de Briançon. En défense, t'as Cam Marks, Rourke Russell, Théo Lanvert, Cédric Custos. Déjà là, t'as deux grosses paires. T'as Jules Lefebvre. Ouais. Ah mais sans déconner, c'est quoi cette équipe? C'est clair. Ouais. C'est je parle même pas de l'attaque. Hein. Jérémy Aloutke, Benoît Vallière, on a dit Christopher Colline. Et d'ailleurs, on a oublié, ils font bien de nous le mentionner à Benoît et Bobby Bob qu'ils vont jouer aussi à Meudon. C'est vrai qu'il y a ce match-là. C'est dingue parce que Tours, ça va faire 2 semaines d'affilée qu'ils jouent des équipes qui jouent le mardi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Mais non, Nantes, et j'ai oublié d'autres joueurs, hein, mais Mathieu André. Ah non, mais et on en oublie d'autres, c'est sûr. Et puis même, ils ont le luxe d'avoir un Matthew Brenton en Détroit dans leur réserve. Non, mais c'est un effectif dingue et pour moi, c'est le meilleur. Ouais, pour une équipe qui a été sanctionnée financièrement en début de saison, c'est quand même incroyable d'arriver à monter une équipe comme ça. Peut-être pour ça qu'ils ont été pénalisés financièrement. Bah non, parce que c'était sur la saison dernière, donc ça marche pas en fait, pour la composition de l'effectif de cette année. Je sais pas, je peux me tromper, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est non-respect du truc. On verra cet été. Ouais. En plus, ils ont pris un sursis, je le crois. Donc. Ouais, en tout cas, on espère que ça va les aider à. La patinoire est pleine, en tout cas, et on comprend pourquoi pour pouvoir jouer une équipe de ce niveau-là. Mais Nantes, c'est quand même tu vois, Nantes, c'est comme Dunkerque et Épinal, c'est des équipes qui aspirent à monter en Magnus. Mais même situation qu'Épinal, la patinoire est trop petite. Et là, c'est encore pire. Non, pas Épinal, Dunkerque. Dunkerque, c'est pire que Dunkerque. Et c'est encore pire parce qu'ils ont qu'une tribune. Ils ont à tout casser 900 places. Puis attends, on compare la ville de Dunkerque à Nantes. Non, mais Nantes, en termes de moyens, c'est un autre monde. Mais regarde, ils n'arrivent pas à trouver un budget quand même. Du HCB par exemple, Nantes. Ils ont des problèmes même sur les entraînements, etc. pour les jeunes, le calendrier pour avoir des glaces. Ouais, ils ont qu'une glace, etc. C'est une galère. Ouais, voilà. c'est clair. On ferme la page D1. Ouais, on ferme la page D1. On va pas faire de page D2 cette fois parce qu'on voulait mettre l'accent sur la D3 et qu'il y a beaucoup de poules et il y a beaucoup de classements à donner. Je crois qu'il y a 36 équipes en. Ouais, qui est aussi là, le cœur du hockey français se trouve aussi là. C'est effectivement là où il y a le plus d'équipes de loin. Donc voilà, on est juste au-dessus du loisir. On a des équipes qui sont proches d'ailleurs du loisir plutôt, et d'autres qui se servent du loisir pour préparer leur équipe à entrer en D3. Ou on a des équipes qui sont déjà ambitieuses et qui veulent jouer en D2 voire en D1 à l'avenir. Donc c'est intéressant. Ça arrive souvent que les champions de France loisirs s'inscrivent en D3. Ouais. C'est le cas pour Brive. Dans la poule A. Oui, tout à fait, qui est un des rares clubs qui n'est pas une réserve, parce que c'est aussi une division où il y a énormément de réserves. Donc en poule A, on l'a vu, il y a énormément de réserves. Il y a Bordeaux, Anglet, Cholet, Nantes et Brest. Donc voilà, ce qui veut dire d'ailleurs que les clubs se structurent, parce qu'avant, il n'y avait jamais autant d'équipes 2, des équipes de D1. C'était vraiment beaucoup plus rare. C'était surtout Magnus. Hein. Ouais, donc là, les équipes de Magnus sont plutôt en D2. Enfin, essayent en tout cas d'avoir les gros clubs d'être en D2 et là en D3 c'est du budget d'avoir sa réserve en D2 parce que c'est quand même un championnat où certes il y a des réserves mais beaucoup moins et un championnat où il y a du calibre donc faut quand même que tu arrives à te mettre au niveau pour perdurer en D2 puis c'est des longs déplacements c'est Mario Richer le coach d'Amiens qui disait qu'il préférait se payer un Philippe Allais
Non, je crois que c'était un Tommy Giroud Ah ouais, c'était un peu que polémique. la D2. Bah, il avait dit franchement la D2 d'Amiens, pour ce que ça me rapporte, je préfère. Voilà, j'aurais pu avoir un Tommy Giroud quoi. Ouais, mais c'est aussi de la politique de formation. C'est deux logiques qui peuvent s'affronter parfois. Ouais. On peut se faire peut-être un petit point classement des poules. Exactement, Okay. c'est ce que je voulais faire. Là, on a cité la poule A, on va le donner le classement. Il faut souligner d'ailleurs que Poitiers, qui a connu des années difficiles en D2, qui était descendu après une année vraiment compliquée. Ascenseur, ouais. D'ailleurs, dans l'équipe de Poitiers de l'époque, il y avait Fortin, qui est aujourd'hui en D1. Donc voilà, comme quoi. Ça peut mener partout. Donc Poitiers qui est en tête, donc c'est bien que le hockey poitevin se relève un peu devant les réserves de Bordeaux, Anglais, de Cholet. Après les brivistes dont tu parlais, c'est pas mal, 5e sur 8 pour une première année. Ouais, Mister Barbero dans l'équipe. Ouais. C'est pas rien. C'est vrai que c'est un peu surréaliste de le voir en Détroit, mais après ça fait longtemps qu'il a pas joué à haut niveau non plus. Enfin, ça fait plusieurs années, plusieurs saisons quoi. Ouais, je crois que c'est Bordeaux. Saison 19-20, je crois. Ah ouais, il avait fini à Bordeaux. Okay, ouais. Je me rappelais pas exactement de ça. Qui a surtout joué en Suisse, lui. Il a joué avec son frère aussi. Hein, ouais. Il a joué en Swiss League et même un petit peu de NLA. Ouais, complètement. Donc après, on a la réserve de Nantes, la réserve de Brest et Rennes qui ferme la marche. Rennes qui est dans le cas de ces équipes qui sont à la limite loisir des trois, quoi. Les Cormorans. Ouais. C'est un des petits clubs de notre hockey français, mais c'est très bien. Et puis c'est bien que le hockey breton existe et pourquoi pas se développe un jour. Carrément. Donc en poule B, tu veux faire le point peut-être de ton côté ? Allez, la poule quasi parisienne. Hein. Ouais, pas tant. Non, c'est pas celle-là, la pire, celle d'après. Il y en a que 3, je mais crois. ils ont bien réparti les clubs parisiens cette année. C'est parce qu'il y a eu remaniement en plus par rapport à ce qu'on avait d'habitude. Et dans ces équipes, je vais citer dans l'ordre. À la première place, on a les Renards d'Orléans. Ouais. On a la avec réserve... un Damir Chafieyev qui est Russe, ultra décisif. C'est là-bas en D3, D2, les Russes. Ouais. La réserve de Cergy, qui pointe à la seconde place. Agnières, 3e. Camp 2, 4e, suivi par Tours. Ouais, il y a eu un Tourcamp d'ailleurs remporté par les Tourangeaux. Il y avait 2 Tourcamps en même temps en fait. Enfin, un camp Tour et un Tourcamp. Et voilà, en D3, c'était remporté par les Tourangeaux. 6e, le club de Pascal. 7e, Compiègne. 8e, la CBB, Boulogne-Billancourt. Club et formateur extraordinaire. Ouais. Beaucoup de joueurs, de gardiens, de joueurs de champ formés à la CBB sont dans les différentes divisions françaises. Donc, chapeau à eux. Et Garges, qui est 9e. Qui ne joue pas dans une ligue de Garges. Mais bien en D3, dans la poule B. En poule C, ce sont les Gaulois de Châlons qui mènent bien leur barque devant une équipe qui n'est pas française, mais qui joue en France. Les Tornados. Ouais, le Luxembourg. À la 2e place, ensuite on tombe sur Évry-Viry 2, ce qui est quand même exceptionnel, là, puisqu'on a une équipe de D2 qui a une réserve en D3. Donc c'est tout le bassin parisien où il y a beaucoup de joueurs effectivement. Donc il est 3e de sa poule en plus qui fonctionne bien. Et ensuite on a Dame-Marie, Mulhouse en 5e position. Mulhouse qui est en tout début de reconstruction. Donc on n'est pas sur on a refait une équipe de dingo pour repartir en avant à fond. On est sur une gestion raisonnée, intelligente du club de Mulhouse. Et donc voilà, on va essayer de reconstruire petit à petit, mais avec les bonnes bases. Faut pas refaire les mêmes erreurs. Hein. C'est ça. Mais 5e place, c'est sûr qu'il y aura des attentes à Mulhouse, donc il faudra peut-être dans les années à venir trouver les moyens de faire progresser cette équipe-là. On a d'ailleurs une petite anecdote sur Mulhouse. Ils ont un coach canadien. Ils en attendent un 2e de l'étranger pour s'occuper du mineur notamment. Donc on reconstruit bien de ce côté-là. Mais à cause des problèmes de passeport, de visa, etc., ça fait très longtemps qu'il n'est pas encore arrivé à cause de ça. Ça, c'est vraiment hyper déroutant pour le club. Mais en tout cas, on prend les bonnes décisions en investissant des coachs dans ce projet. Ça, c'est très bien. Ensuite, Metz derrière. Voilà, Mulhouse et Metz qu'on attend peut-être à des ambitions un peu plus supérieures dans les mois, années à venir. On verra comment ils s'en débrouillent. Et à l'avant-dernière place, on a la réserve de Meudon, donc club de D1. Et puis Champigny qui ferme la marche en 8e position. Poule D, ensuite, je te laisse les faire le point. Graouilles de Metz, coachés par Hugo Damy. Oui, qui a commencé la saison en D1 avec Tours et qui a accepté une belle offre de reconversion pour être joueur et entraîneur en même temps. Peut-être le futur Jonathan Lafrance de Metz. Hein. Et pourquoi pas, on lui souhaite. Garçon éminemment sympathique, Hugo Damy. Et puis pour la poule D, on a un
Briançon 2, la réserve de Briançon, avec un effectif de qualité pour de la D3. Suivi par Dijon, 3e place Avignon, 4e Nice 2, la réserve de Nice, 5 Villars 2, 6 les Crocos de Nîmes. En 7, et il me semble que ça doit être leur première ou seconde saison en D3, le HC Savoie. Avec un très beau logo. Ouais, allez les voir trois si logos. vous n'avez pas vu nos 2 vidéos sur les logos de hockey français. On l'a bien classé. C'est le logo du HC Savoie. des joueurs de Chambéry, etc. C'est vraiment dans ce coin-là, le HC Savoie, parce tout qu'en à fait. j'ai vu un match où carrément sur leur casque il y avait le logo de Chambéry. En 8, Besançon, et en 9, pour fermer la marche, Toulon. Ouais, Toulon qui a un club qui a été beaucoup sous respirateur artificiel et qui renaît petit à petit. Donc on souhaite le meilleur boucanier de Toulon. Voilà pour notre page hockey français, très longue, mais bon, on avait envie d'en parler un peu. Voilà. Bobby Bob d'ailleurs qui dit qu'il y a beaucoup trop de différence entre le niveau des équipes de tête et les poursuivants. Ouais, ça pourrait être ramassé. Peut-être qu'à un moment donné, ça sera cohérent de refaire une division supplémentaire, je sais pas. Pas forcément, ou en tout cas de densifier la D2 peut-être, comme l'idée de densifier la D1. Il faudra voir comment on évolue à l'avenir. Mais bon, en tout cas, c'est un championnat qui est pas simple parce qu'on n'a pas beaucoup de matchs à jouer en saison régulière. Et puis après en playoff, c'est pas en 4 poules aussi, c'est particulier. Donc, ouais, c'est pour. Ouais. Je sais pas, peut-être tu fais comme en U20 Elite, tu sais, qu'ils font des poules par niveau. Ouais, oui, mais le problème c'est qu'il y a des clubs qui vont encore dire que ça fait trop de déplacements, trop de coûts, etc. Après, t'as toujours la même question. T'as moins d'équipes dans ces poules-là. Ouais. Donc, après, ça fait moins de matchs. Je sais pas qu'est-ce qui peut être les solutions. Et puis une poule de niveau, tu la détermines comment ? Il la détermine comment en championnat junior. Hein ? Ouais, mais parce que là, t'as des clubs qui s'affrontent souvent tu commences en avec junior. les demi-finales. Mais là, t'as des équipes qui sont jamais jouées. Non, puis mais je pense que tu fais niveau d'une monter poule. tes équipes de D3 et dans l'ordre des playoffs, ceux qui restent, tu les mets dans les poules. Je pense. Ouais, bon, en tout cas, ce serait peut-être une idée à essayer de mettre en place. Après, je travaille pas à la Fédé, heureusement. Sinon, le hockey français prendrait feu. Non, je sais pas comment on pourrait faire pour améliorer la D3. Est-ce qu'il y a volonté d'améliorer la D3 ? On ne sait pas non plus. On fait petit à petit. On a commencé par la Magnus. Là, on s'intéresse à la D1 avec ces clubs supplémentaires, 2 clubs supplémentaires l'an prochain. Mais 36 équipes dans un championnat... c'est difficilement lisible. Ouais, voilà, c'est ça. Puis il y a beaucoup de larges scores en D3, des 6-0. Dans d'autres sports, ça correspondrait à un niveau régional, pas national, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que c'est pas facile à suivre la D3 de manière générale. Et puis c'est dur de voir, d'évaluer les niveaux parce qu'on ne sait pas en fait chaque poule ce qu'elle vaut vraiment. Trop de matchs. Voilà. Trop de matchs, trop d'équipes, c'est compliqué. Ouais, carrément. Voilà pour la page hockey français. On va finir par nos Frenchies quand même parce qu'il y a un certain nombre d'infos à communiquer. Ouais, carrément. On a notre top joueur de NHL qui est avec nous. Razorg. On le salue bien évidemment et puis on le félicite pour tous ses accomplissements. Notre international français. Ouais. Faut le dire. Ouais, bien sûr. International français. Il est représenté les couleurs par l'IHF sur Insta. Ouais, bien sûr. Ça, c'est pas dingue. Moi, je suis bien jaloux. sûr. Mais on aime bien le gaming, enfin cet univers-là, même si on n'est pas joueur nous fréquemment. On espère qu'on va sûrement faire une vidéo ou travailler autour d'un concept avec ça parce que cette communauté, on l'adore, elle est super cool et puis on aimerait bien que ça soucie un peu balayer. On va vous affronter sur NHL. Il faudrait qu'il nous entraîne en fait, Razorg. Si tu nous lis, si tu nous écoutes, viens nous entraîner. On prend des cours de coaching pour avoir un niveau décent. Tu juges mon niveau. Là, je connais pas. Non, j'avoue, on n'a jamais joué ni l'un ni l'autre. Voilà. Moi, ce serait la chance du débutant si je gagnais quelque chose. On fera une vidéo 1v1. Vous inquiétez pas. C'est clair, avec des mini-jeux, c'est bon ça. Et parlons des franchises. Ouais. Allez, let's go. Ligue des Champions. Ah bah oui, là il faut absolument. La fameuse Champions League avec le club de Valentin Clairaut et Ioano Vitkovic, Tchèque. Ah ouais, quelle histoire incroyable. Quelle belle histoire. A créé l'exploit face à Rapperswil, club de National League en Suisse. Ouais. Et ils se sont qualifiés, ils avaient perdu 2-1 en Suisse. Ce qui était déjà un bon résultat en vrai. Hein. Oui. Et ils accueillaient à domicile l'équipe, donc il y avait techniquement 2 buts à rattraper, et 5-1. Voilà.
Moi, tu me parles pas de 2 buts. Ils ont déroulé. Bah, ils avaient qu'un but de retard. Et ouais, victoire 5-1. Waouh, superbe histoire. Et voilà, ça fait des envieux. Hein. Nous, en hockey français, on aimerait bien vivre une histoire comme ça. Rouen était pas loin de faire ça. Oui, Assez oui. longtemps. Mais en tout cas, ouais, c'est fantastique. Et on est très content que des Français soient associés à cette belle histoire-là. Et puis du coup, ils vont affronter le club suédois dont je vais te laisser prononcer le nom. Skellefteå, Voilà. je crois. Nino n'est pas présent. Ouais, je sais pas, il va me juger peut-être sur ma Nino, prononciation, mais j'ai essayé de faire mon maximum. Il va nous juger. Je le ferai qu'une fois, par contre, j'espère que vous l'avez bien entendu parce que je la retenterai pas. Et puis Sylvain, il y a un autre C'était le Français. club de Pierre-Edouard Bellemare, non Oui. En Suède, hein. Oui. Ouais, carrément. Et puis, il y a Genève aussi qui a brillé. Qui a un petit Français aussi. Bah, bien sûr. Alpha Mosso. Ouais. Elliot. Ouais. Berton. Ouais, tout à fait. Il y avait Quentin hier, ouais. donc j'ai failli inverser les. Ah oui, les prénoms, il faut faire attention avec les Bertons. Il y a eu Berton, le joueur de Genève. Genève qui connaît une saison compliquée en championnat, mais qui a réalisé une perce. Ah bah ça, en éliminant Vacho, les Lakers. C'est encore plus fort que pour Vitkovic, là, je pense quand même. C'est grosse perf de Genève. Enfin, quoique. Je dis ça, mais en fait, le championnat suisse est quand même beaucoup plus fort. Donc, on peut s'attendre à ce que de temps en temps, une équipe suisse puisse éliminer une équipe suédoise. Quand même, c'est pas complètement aberrant. Même si ça arrive peu que le championnat suédois. Non, le championnat suisse est plus fort que le championnat Vitkovic. Ouais, pardon, j'ai pas été clair, ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est sympa. Et puis eux, du coup, ils vont affronter un club finlandais, Genève. Et oui, Lukko Rauma, je sais plus comment on prononce. Donc on suivra ça, nous deux, et puis on vous retracera l'évolution de ces rencontres, parce que c'est des phases aller-retour. Ouais, et puis donc du coup Vitkovic, voilà, touche française, donc forcément très sympathique à nos yeux. Puis Genève, c'est quasiment une extension de la France, c'est la francophonie, quoi. C'est un club qui est énormément apprécié du côté de la France, donc on va évidemment regarder ça. Alors je passe au fur et à mesure les messages de Razorg qui voilà, nous a dit oui, qu'on pouvait préparer nos doigts pour les manettes, qu'on allait souffrir avec son entraînement. Donc on va voir ça. C'est cool en tout cas, c'est vraiment sympa de l'avoir avec nous là. On passe peut-être côté NHL juste pour faire un point sur nos deux Frenchies qui se sont mis en avant ces derniers jours et semaines. Ouais, Jour surtout, je vais commencer par parler de Pierre-Edouard Bellemare qui, bien sûr. Qui a décidé de scorer. Voilà, lui qui a un rôle défensif. Non, laissez-moi marquer des buts, laissez-moi participer au spectacle. Quatrième bloc, je m'en fous, moi je marque. Et ouais, il marque face aux Panthers et aussi face aux Blackhawks. Ouais, et puis c'est deux Blackhawks, deux beaux buts. Et ouais, puis c'est des larges scores en plus et des très très beaux buts, oui. Ouais, non, vraie contribution. Il s'est nettoyé les lucarnes, Pierre-Edouard. Bah, le premier, c'est un peu un but de malice. Ouais. Où il arrive à la glisser là, on a l'impression qu'il y a zéro espace en fait, et quelle intelligence de jeu de voir le trou là. Et puis le deuxième, c'est un beau tir, vraiment rien à dire. Speed, que dire de plus? Un joueur qui aurait largement pu avoir un rôle différent en NHL, mais il est tellement bon dans celui-ci que personne ose, je pense, le tester ailleurs. Mais il a largement les qualités, en tout cas c'est mon avis personnel, je sais pas toi Sylvain, mais d'avoir un rôle peut-être plus intéressant offensivement. Bah oui, c'est un joueur qui est assez intelligent pour avoir compris qu'on lui donnerait pas les clés du camion dans n'importe quelle équipe. Donc avec son intelligence, il parle quand même, je crois, au moins 4 langues parfaitement. Il est donc intelligent, humainement c'est quand même le top de ce qui se fait, c'est un leader incroyable et il a trouvé une place, c'est un joueur à part en NHL et franchement je suis sûr que quand il annoncera sa retraite, le plus tard possible on l'espère, et ça marquera, voilà, il aura de nombreux mots de félicitations de la NHL et des joueurs de la NHL. Mais les best fans un joueur qui compte. NHL l'adore. Ouais, c'est un joueur. Il fait partie des joueurs les plus adorés de la NHL. Tout à fait. Honnêtement, qui déteste Pierre-Edouard Bellemare? C'est la vraie question, c'est impossible. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est important quand même de lui rendre hommage. Et puis voilà, on sait que c'est ses dernières saisons. Ça s'approche de la fin, mais encore un niveau et puis un charisme et tout incroyable. Donc voilà, on est content aussi pour Alex Texier qui continue à avoir un peu de temps de jeu, un peu d'espace. On a mis son maillot derrière nous. On espère lui porter chance pour la Suisse. Et voilà, il a marqué quand j'étais en train de rentrer de Caen, tout simplement. Et puis bah oui, Alex Texier qui est buteur et voilà, c'est un peu compliqué pour lui, mais ça allait.
Ouais, donc gros carton de Toronto contre Pittsburgh, effectivement. On va pas faire le point sur tous les résultats NHL parce qu'il y en a beaucoup trop de matchs. 32 équipes, on fera un point à un moment donné là-dessus. Dernière info peut-être avant peut-être 2 petites anecdotes, en tout cas 2 infos qu'on a eues aussi dernièrement dans l'actu hockey avec Adamo qui malheureusement n'est plus en AHL pour l'instant. Oui, bah c'était prévisible. Hein. On avait dit que statistiquement c'était compliqué pour lui et franchement ils l'ont laissé longtemps dans l'effectif. Mais là sur les derniers matchs, déjà dimanche dernier, il y avait eu un match la veille, il n'était pas dans le line-up. Là son sort est scellé en tout cas sur cette chance-là. On le renvoie avec... il joue quoi aux Nailers, lui Rolling Nailers. Ah oui, c'est ça. Il retourne là-bas. Il va tout cartonner encore une fois. On le sait. C'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Il remontera. Ouais, il est dans l'apprentissage. De toute façon, c'est comme ça le développement en Amérique du Nord. Il a pu évaluer la différence de niveau qui est quand même considérable entre la HL et puis l'échec, c'est différent là-bas. C'est particulier. Nous en Europe, en France particulièrement, l'échec c'est un petit peu honteux. Eux, ils en sont fiers de leur échec parce qu'ils le mettent en avant et ils disent oui j'ai réussi, mais regardez c'est parce que j'ai pas réussi. Et c'est une mentalité qui est complètement différente en Amérique du Nord. C'est ça, mais et je trouve ça à la limite c'est beau, mais ils ont pas peur de l'échec et on le voit même dans le domaine de l'entrepreneuriat, le nombre de personnes qui lancent des business etc en Amérique du Nord, les risques c'est un autre environnement et en mentalité c'est différent et oui puis voilà ils ont clairement pas peur de l'échec et puis bah voilà c'est de l'apprentissage pour Adamo. La Ligue américaine c'est pas l'East Coast, c'est des joueurs d'un autre calibre quand même. Et puis voilà, on est persuadé qu'il va y retourner. Ouais, tout à fait. On va finir sur une note un peu triste, mais on voulait quand même dédier tout ce live, cette émission-là, à ce jeune garçon, hélas, qui est décédé suite à un palais qui est arrivé dans son cou alors qu'il avait une protection. Je crois bien, donc comme quoi les accidents peuvent arriver, on le sait très bien, ça peut toujours arriver. Donc événement dramatique, on est un peu sur une série noire dans le hockey, donc ça fait mal au cœur, vraiment ça brise le cœur, surtout quand il s'agit d'un jeune, c'est encore pire. Bah on sent, ouais. Donc plus que jamais la sécurité dans les patinoires, les protections et tout, même si c'est pas une garantie à 100%, faut pas hésiter une moindre seconde. Là-dessus, c'est un message important à faire passer, évidemment, et un cas beaucoup moins grave évidemment, mais quand même un peu emblématique de ce qui est arrivé du côté de Rouen, où on avait une grosse journée de hockey qui se préparait avec différents matchs de différentes catégories, tournois, etc. Et où on s'est présenté à l'entrée de la patinoire où elle était fermée et où personne n'est venu ouvrir parce qu'il y avait un problème d'effectif. Et qu'on n'a pas cru bon de s'adapter, on n'a pas trouvé les solutions, et donc du coup on a complètement planté évidemment les Rouennais, mais c'est pas le pire, c'est les équipes qui se déplaçaient, les arbitres qui se déplaçaient, etc. Strasbourg. Ah ouais, non, c'est grandiose. Je te laisse imaginer le Strasbourg-Rouen, t'arrives, on te dit non. Donc les amis, c'est la ville numéro 1 peut-être du hockey avec Grenoble en France, et voilà ce qui arrive quoi. Moi j'en reste sans mots, quand j'ai vu ça j'avais envie de pleurer sans déconner ouais. C'est aberrant complètement. En plus c'est pas des seniors, c'est pas des seniors des pros qui le match peut pas se jouer, ils reviennent. On parle de jeunes quoi, qui ont été privés de jouer, dont les parents font des efforts, dont les clubs font des efforts pour financer les déplacements, etc. Et puis c'est la passion. Qui se retrouvent avec portes fermées, mais c'est ridicule quoi. C'est ridicule. Donc voilà, c'est un peu des anecdotes négatives sur le hockey. On en est désolé, mais on voulait en parler quand même de ce côté-là. Et puis, du coup, conclure cette émission qui a duré quand même assez longtemps. Et des choses à dire, mais finalement, sans la Magnus, mais avec peu de Magnus, mais avec des débats intéressants. Donc, un grand merci à vous toutes et vous tous qui y avez participé. Voilà, merci, un immense merci pour votre soutien de manière générale. N'hésitez pas à partager ce lien si vous le voyez, puis surtout à vous abonner à la chaîne YouTube des Balayeurs parce qu'il y a plein de contenu intéressant. Vidéo aussi, et déjà, et voilà, quand même la dernière, on a jugé. On a tier-listé. On a fait une tier-list des logos du junior majeur québécois. Et je peux vous dire qu'on s'est bien marré. On s'est éclaté sur cette vidéo à la faire, etc. Donc voilà, allez voir ça et puis allez partager ça. Elle est pas très longue en plus. Ouais, c'est quand même 35-40 minutes. Hein. C'est pas long, t'inquiète. Pour nous, c'est rien. Ça se regarde vite. On a beaucoup rigolé, donc ça va. Puis ça se met en fond. Ouais, complètement. Donc un grand merci et puis...
à très bientôt, les amis. Ouais, Du coup, on fera une pause des lives pour la période des fêtes. On reviendra après, mais par contre, il n'y aura pas de pause pour les vidéos un peu sympas, un peu fun. Là, ça va s'enchaîner. On en aura une par semaine, sans problème, minimum. Donc voilà, on a bien hâte de tourner la suite et de vous faire découvrir tout ça. Merci de soutenir les balayeurs. Et puis, à très vite. Salut les amis. Salut à tous.